Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo pour vous et avec vous. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Pas de problème, ok? Je répondrai si vous avez une question du mieux que je peux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les automassages. Sur les automassages, donc comme toujours, je vais vous faire une petite partie théorique. On va voir un peu les limites, les bienfaits potentiels et avoir une perspective un peu plus générale que ce qui est proposé de manière standard. Donc je vais ouvrir cette introduction en citant Hippocrate. Hippocrate, ça a été un des premiers occidentaux, donc Hippocrate c'était aussi un des premiers orthopédistes, avec tout ce qui est attelle, etc. Et Hippocrate il disait « L'homme ne saura jamais tout ». Et il disait qu'on a besoin d'une médecine suffisante pour soigner l'homme. On a besoin d'une vérité suffisante pour soigner l'homme, exactement, il disait ça. Et qu'en fait, Hippocrate, il disait que ce qui comptait, en gros, c'était l'efficacité, et que peu importe la méthode, donc en vrai, Hippocrate, il s'en foutait un peu de la méthode, même s'il avait un esprit scientifique. Et Hippocrate, il était très humble. Il nous disait que la médecine devrait douter de manière permanente. Et Hippocrate, il comparait la médecine à une forme d'art. Et c'est très dommage qu'on n'ait plus cette philosophie de la médecine. Et pour moi, c'est pour ça qu'on se retrouve dans les impasses dans lesquelles nous sommes actuellement. Quand on sait qu'un adulte sur 5 dans le monde souffre de douleurs chroniques, en 2024, c'est pas normal. C'est pas normal avec toute la technologie qu'on a. Et c'est pas normal parce qu'on a suffisamment de connaissances, à mon avis, pour soigner la douleur chronique dans le monde. Ce qui nous manque, c'est la compréhension. C'est que savoir les choses, c'est une chose, mais les savoir bien, c'est une autre. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, cette célèbre citation, il vaut mieux savoir bien que savoir beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Et Hippocrate, il faisait le lien entre le microcosme et le macrocosme. Prouve de la largeur de son esprit. D'accord? Donc, dans le doute, moi je regarde souvent les animaux. Quand il n'y a pas de modèle humain, quand je me pose une question sur n'importe quoi, une pathologie, une expression pathologique, un mécanisme, un comportement, peu importe, et qu'il n'y a pas assez d'études, ou en tout cas qu'il y a des études, mais je trouve ça toujours très intéressant, et ça devrait être obligatoire à mon goût, de comparer les humains avec toujours des modèles animaux. Mais il n'y a pas assez de modèles humains. D'accord? Et pour des raisons éthiques déjà, mais pas que. C'est aussi parce que, à mon avis, on a des. C'est même pas à mon avis, hein, j'en suis sûr, qu'on a affaire à des études randomisées qui sont orientées, préorientées par euh, des puissances et des lobbies pharmaceutiques. Il n'y a pas de problème à le dire en réalité, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Quand on regarde certains potentiels de bienfaits thérapeutiques et certaines médecines ancestrales utilisées en Amazonie, qui sont largement en avance sur leur temps et qui ont des expériences de milliers d'années, je trouve ça anormal de ne pas s'y pencher davantage. D'accord. Et donc quand on regarde les animaux, le record du monde du chat que jette d'un toit sans qu'il se blesse en termes de hauteur, c'est 147 mètres. D'accord. Donc je prends un chat, je le jette d'un gratte-ciel, c'était une expérience à New York, et le chat, ça s'appelle le syndrome du chat parachutiste, et le chat, il tombe, il se casse une dent, il repart comme si de rien. 147 mètres. Le chat, il est souple, le chat, il s'étire. D'accord. Le mammifère terrestre le plus rapide de la Terre, c'est le guépard, qui avoisine les 112 km/h. Le guépard, il est souple, le guépard, il s'étire. Et donc, ça nous prouve une seule chose, que c'est la souplesse qui donne la résistance au corps, c'est pas la rigidité. Et donc quand on regarde tout ce qui est plâtre, attelle, prothèse, arthrodèse, etc., ce qu'on veut, moi ce que je vois c'est que c'est des t-shirts perco à la con,
ceinture lombaire, shorty strap, tous ces dispositifs qui sont censés combattre l'instabilité, des micro-mouvements anormaux. Mais c'est le cerveau qui contrôle la longueur tension des muscles autour de l'articulation de manière permanente. Donc le meilleur moyen de soutenir une articulation, c'est de muscler la musculature autour, c'est de renforcer la musculature autour et de la rééquilibrer dans son schéma moteur juste et corrigé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissez à ça. Il n'y a pas de barrière interespèce. Si les animaux s'étirent et qu'ils n'ont pas fait d'études pour le savoir, et que ça n'a pas besoin d'être prouvé, à mon goût, hein, ça n'a pas besoin d'être prouvé par la science quand les animaux le font. Si les animaux le font, c'est qu'ils ont raison. Donc les animaux sont intelligents, les plantes sont intelligentes, c'est pas parce qu'elles n'ont pas de cerveau que les plantes ne sont pas intelligentes. D'accord? Je ne veux pas paraître New Age, mais tout est énergie. Et quand on regarde une molécule comme la diméthyltryptamine, qu'on retrouve dans les plantes alors qu'elles n'ont pas de glande pinéale, qu'on retrouve dans les rats, qu'on retrouve dans les animaux qui rêvent, etc. Donc on a de plus en plus de preuves qui nous prouvent que on est, tu vois que il y a cet anthropomorphisme, cet anthropocentrisme là qui fait que l'homme se pense toujours supérieur alors que non, c'est pas le cas. Il n'y a pas la nature et l'homme. L'homme, c'est lui-même la nature. Il fait partie de la nature, tu vois. Et il n'y a que apprendre, à mon goût, tu vois. Donc si les animaux, ils s'étirent, c'est qu'il faut s'étirer, tu vois. Et si les animaux apprennent par le jeu, c'est parce que le jeu, c'est un moyen colossal, de coopératif et d'apprentissage, voilà. Et d'évolution. Et pareil, tu vois, les animaux sont très tactiles, les animaux écoutent leur instinct et leur sens. Et donc nous, on a été bridés dans des sociétés qui nous coupent de nos sensations. On nous dit toujours c'est dans la tête, au lieu de nous dire c'est dans notre système nerveux. Donc c'est pas dans la tête, c'est dans le système nerveux. Et on est beaucoup plus sensoriel que psychologique. Donc bien sûr, tout n'est jamais aussi simple. Tu vois, je vous ai dit, la souplesse, c'est ce qui donne la résistance au corps, c'est pas la rigidité. Oui, mais c'est toujours une histoire d'équilibre. Faut pas être trop souple non plus. Faut ni être trop souple ni pas assez. C'est toujours une histoire d'équilibre. Parce que quand une articulation elle est instable, comme un dos instable, comme un bassin instable, quand on retrouve dans une pubalgie, d'accord, ou une épaule instable, etc., eh ben, on va se douter qu'il va falloir renforcer pour que ça soit, vous voyez ce que je veux dire, pour que ça soit moins souple, mais stable quand même, tu vois. C'est toujours cette histoire de longueur tension, d'accord, et d'équilibration, toujours. Donc regardez au niveau de la génétique, le gène FOXP2, je vous en ai déjà parlé, c'est un gène pour le langage qu'on retrouve chez les oiseaux, chez les singes, chez les humains, c'est incroyable. On a le matériel génétique pour avoir des glandes à venin, les humains, même si on n'a pas de glandes à venin, mais il est là, le matériel génétique, d'accord. On a un gène le gène pour avoir comme la queue d'un singe dans Dragon Ball Z. Vous voyez, Son Goku, voilà, la queue du singe, bah, on l'a le gène. Et quand il s'exprime et qu'on a des mutations, on a la spina bifida. Et donc, tout ceci, il faut bien comprendre qu'on parle de code génétique, d'accord, et de code neuronal, d'accord. Donc, je vous avais fait une petite vidéo déjà au niveau cellules et fascia que je vous invite à regarder. Et aussi au niveau du code neuronal, donc comme je vous l'avais dit, les neurones ils peuvent parler près les uns les autres, ils font de la convergence, à distance les uns des autres, ils font de la divergence et ils peuvent s'auto-corriger. Donc on a des circuits neurologiques qui peuvent s'auto-corriger. Et ça c'est l'erreur. Donc le cerveau peut apprendre par l'erreur. Et donc ça c'est la collatérale récurrente. D'accord? Parce qu'il choisit une stratégie de survie plutôt qu'une autre. Et vous êtes sur un système de tenségrité biologique, de potentialisation à long terme et un modèle biopsychosocial. D'accord? Et le code neuronal, c'est la fréquence, c'est-à-dire la quantité, la séquence, c'est-à-dire le temps. Vous voyez, il y a comme des impulsions nerveuses qui définissent une fonction au niveau des neurones. Ils parlent entre eux par impulsion nerveuse. D'accord? Et quand ça relie les deux, c'est multiplexé.
ça s'appelle. Et de la même manière, vous avez de la transmission endocrine au niveau des cellules, et les cellules partent entre elles tout le temps, et elles font ce qu'on appelle du crosstalk. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la biologie. Cellules et fascias, en vrai, c'est une vidéo de biologie, d'accord? Mais la conclusion de cette vidéo, qui dure 1 heure si vous ne l'avez pas encore vue, tout simplement, c'est que peu importe la pathologie, déjà la pathologie n'existe pas, dans le sens où c'est qu'une expression pathologique, la maladie n'existe pas, c'est qu'une expression pathologique, et on ne soigne pas du vivant avec du mort. Et donc, quand il y a une pathologie comme la douleur, d'accord, la réponse du corps face à un problème, elle est toujours globale. Parce que la réponse immunitaire cellulaire, c'est une réponse globale suite à une discussion interne. Toutes les cellules du corps parlent entre elles, à distance et de près. Et la réponse immunitaire, elle est modulée par le cortex insulaire dans le cerveau. Et la réponse, elle est ensuite globale. Et donc la machine primaire de la vie, c'est l'appareil locomoteur. Et donc forcément, il y a un souci de mobilité. Peu importe la pathologie, parce que la peau, c'est un cerveau mis à plat. Et ça, je vais aller plus loin dessus. Et donc, vous voyez, je vais finir là-dessus avec les animaux, vous voyez que vous avez les neurones miroirs dans les mammifères, etc. Et on est des mammifères, d'accord? Et les neurones miroirs, on rappelle que c'est le même système qui code l'action qui la réalise, qui s'active quand j'ai l'intention de faire un mouvement, que je vois quelqu'un faire un mouvement, même un jeu vidéo faire un mouvement, ou que je fais le mouvement, le circuit s'allume. Par rapport tu vois, comment je me vois dans l'environnement. J'existe par rapport à l'autre. Tu vois, cet état d'imagination. Parce que le cortex insulaire, il supporte le rôle des neurones miroirs. Donc quand on parle de douleur chronique, quand il y a une douleur physique, c'est la même zone du cerveau que le rejet social par rapport à ces neurones miroirs, d'accord? Donc l'insula, je ne vais pas vous refaire une vidéo sur le trauma ni sur la douleur, parce que j'en ai fait 2 là, de 2h45, là, donc c'est bon, mais vous voyez ce que je veux dire? N'oubliez pas que la réponse est toujours globale, et que quelle que soit la cause de la douleur, la perte de mobilité est une des causes de douleur. D'accord? Donc on a toujours cette même hype, fascia, machin. Le fascia unifie toutes les cellules. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas du fascia? C'est plutôt la bonne question. Si vous mettez une pression de 5 grammes, de minimum 5 grammes pendant environ 90 secondes, c'est de la fasciathérapie, d'accord? Et donc la fasciathérapie, pour moi, à mon humble avis, ça fait longtemps que les Égyptiens, les Chinois, tu vois, les Indiens, etc., mais ils savent depuis 20 000 ans, quoi. Ils n'ont même pas eu besoin d'appeler ça fasciathérapie, d'accord? Donc faudrait pas se cantonner à des méthodes copyrightées. On parle de fascia, ça appartient à l'humanité entière, on parle de... Tu vois ce que je veux dire? Le copyright, je suis extrême, hein. Le copyright, pour moi, c'est l'ennemi de la progression et de la libération de l'information pour qu'on puisse tous en parler. Tu vois, il faudrait que on ne soit pas cantonné à défendre des égos, des écoles de pensée, des sectes médicales partisanes pour défendre une idée. C'est la vérité, la vérité, la vérité. Et donc, qu'est-ce qui n'est pas du fascia? C'est plutôt ça la bonne question. Et donc, le fascia, c'est le système. Moi, je parle plutôt de système myofascial, muscle plus fascia. Ce qui m'intéresse, c'est la fonction musculaire elle-même. D'accord? On ne peut pas aller plus loin que la cellule elle-même. Comme je vous l'ai dit, le muscle, il bouge parce que le cytosquelette dedans, il bouge. Le squelette de la cellule bouge, donc le muscle bouge. D'accord? La cellule, elle a une énergie. Sa pile chimique, c'est l'ATP. Le point trigger, c'est une crise énergétique de l'ATP. Et donc, la base anatomique, je ne sais pas si je l'avais écrit, là je crois que je ne l'avais pas écrit. Donc de toute façon, la base anatomique des méridiens chinois, c'est le fascia, d'accord? Et donc le point trigger, c'est pas un spasme, c'est pas une tendinite, c'est une contracture localisée permanente, d'accord? À peu près comme un spaghetti, un petit pois. Vous voyez comment vous le sentez? Vous appuyez dessus, ça se projette à distance. Ça a été découvert par les médecins de John Kennedy, c'était Janet Travell et David Simmons, d'accord? Qui était un médecin de l'US Air Force, d'accord? C'est devenu les médecins officiels de la Maison Blanche. Je vous rappelle que même les bébés ont des points triggers, même les chiens ont des points triggers. On a des clichés qui nous le prouvent, mais que ça se voit pas en imagerie. Il faut des techniques couplées, c'est archi compliqué pour voir des points triggers en imagerie. Même si le point trigger, il est en environnement pro-inflammatoire et pro-contractile, un mini-environnement pro-inflammatoire et pro-contractile. Le point trigger, c'est une hypoxie locale, il n'y a pas d'oxygène dedans. Il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas d'information. La molécule d'oxygène, elle capte l'information nerveuse, le sang la redistribue.
D'accord. Donc en vrai, moi, le fascia, je vais même pas vous en parler là, c'est pas mon. Tu vois, là, on est sur les automassages. Vous, ce que vous faites à la maison tous les jours, c'est ce qui compte. On s'en fout, peu importe comment on appelle la chose. Ce qu'il faut, c'est réveiller les schémas. Il faut désensibiliser en douceur. Mieux vaut un petit massage que pas de massage du tout. Donc allez-y, couche par couche. D'accord. À votre rythme. La clé d'une réadaptation, c'est la répétition. Donc la peau, comme je vous l'avais déjà dit, c'est le réel lien psychocorporel, d'accord. La peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique, d'accord. Et donc la peau, elle a la même information génétique qu'un neurone, mais l'information n'est pas lue de la même manière. Et donc la peau, c'est un cerveau mis à plat. Sherrington, l'inventeur du mot synapse, il nous parlait déjà de toucher affectif. Ça veut dire qu'il y a vraiment, dans le sens du toucher, quelque chose de l'affect, et donc de l'émotionnel. Quand on parle de douleur, on parle d'apprentissage émotionnel, d'accord, par rapport au réflexe de fuite, qui est aussi appelé réflexe de paralysie par la peur. La peur dans l'hippocampe qui compare toujours tous les souvenirs, liaison des souvenirs, mais la liaison des souvenirs, c'est aussi la mémoire des lieux, des neurones lieux, qui fait le système heuristique. Le cerveau, il fait un système heuristique, il teste les hypothèses et il teste, donc il fait par rapport à ce qu'il sait. Donc l'hippocampe, c'est la mémoire de la spatialisation et du déplacement, qui se connecte avec le cortex insulaire, qui gère les émotions, mais aussi les commandes prémotrices, la pression sanguine, la vessie qui s'ouvre, qui se ferme, qui parle jusqu'avec l'intestin, qui fait aussi le langage, l'altruisme, la générosité, l'empathie, la conscience de soi, et donc qui supporte le rôle des neurones miroirs. Et quand vous avez une douleur chronique, je vous l'ai dit, vous n'avez plus cette connectivité entre le cortex et l'hippocampe. Et donc le cortex, c'est aussi la température au niveau de la peau, la pression au niveau de la peau, d'accord, par rapport aux nocicepteurs. Et, donc, vous avez par exemple, je vous donne une anecdote comme ça, vous avez le docteur Kenzo Case qui était un médecin japonais qui a inventé justement les bandes kinésiologiques, d'accord. Il a vu que quand on posait les bandes, pendant longtemps on a cru que ça améliorait la force du muscle par rapport aux sportifs, mais en vrai c'est pas ça. Ça fait comme une circonvolution, voilà, ça tracte en fait la peau, hein, et ça active plus rapidement le muscle de 4 millièmes de seconde. Le fait qu'il y a un support, ça me fait un lien au niveau de ma peau et j'active mon muscle 4 millièmes de seconde plus rapidement par rapport à la connexion cerveau-muscle, cerveau-peau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la peau module le message de douleur et la contraction musculaire inconsciente. Donc la peau, comme je vous le dis, je vous le répète, c'est un cerveau mis à plat. La peau, le grand oublié des ouvrages scientifiques, d'accord? Et donc la peau, c'est la vasomotricité, le lien psychocorporel. Comme je le dis tout le temps, si vous voulez changer un cerveau, vous tapez dans l'intestin et la peau, d'accord, pour activer tout ce qui est sérotonine, d'accord. Ça a l'air très important ce que je vous dis là, les amis, d'accord. Et donc la peau, je me fais quelques notes. Donc la peau, elle filtre les informations pour le cortex, d'accord. Elle filtre les informations pour le cortex, et donc tu vois que quand il y a une douleur, j'appuie, des fois ça se déplace et tout. Il y a des schémas d'irradiation à distance parce que la peau n'arrive plus à filtrer l'information correctement. Et donc là, vous êtes sur quelque chose de très neurologique. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le point trigger, c'est une fausse appréciation corticale. C'est-à-dire que le cerveau, il ne sait plus où est quoi dans l'espace, qu'est-ce qui fait partie de moi. C'est ça que ça veut dire. On est sur comme une sensibilisation centrale, d'accord. Vous avez quand une sensibilisation périphérique elle est trop longue et que le corps s'en sort pas, et ben ça finit par stresser le cerveau et ça vient finir par devenir une sensibilisation centrale. Donc si les sensations périphériques ne sont pas concrètes, le cerveau finit par merder et la sensibilisation devient centrale et le cerveau il perd son influence inhibitrice, il n'arrive plus à freiner les signaux qui montent le long de la colonne vertébrale et il s'épuise. Et quand il s'épuise, qu'est-ce qu'il fait? Sensibilisation centrale. Phase d'alarme, phase de résistance, phase d'épuisement, effondrement physiologique, syndrome général d'adaptation. D'accord. Et donc vous êtes sur une phase de sidération, phase de choc spinal, et boum, on perd la connectivité. Ça ne fait plus partie de moi. On est sur une paralysie neuromotrice comme il faut. Et ça, c'est la douleur chronique, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, la biochimie du cerveau, elle commence à changer. Pareil dans le tendon, vous allez avoir des soucis. D'accord. Parce que le tendon, en vrai, il dit à mon cerveau, c'est un tensiomètre, il dit à mon cerveau l'état de contractilité du muscle en temps réel. Le tendon, c'est le cerveau du muscle. En gros, d'accord. On dit l'organe neurotendineux, c'est pas pour rien.
il y a un réflexe de protection dans le tendon, un réflexe d'inhibition autogénique, c'est pas pour rien. D'accord? Donc vous avez votre peau, épiderme, moyen derme, hypoderme. Donc l'hypoderme, il a une mémoire de déformation. L'hypoderme, c'est un isolant thermique et mécanique. Dessous, vous avez le sang de la peau. Et dessous, vous avez le fascia superficiel. Et après, vous avez le muscle. Et on rappelle que chaque myofibrie est entourée elle-même de fascia. Vous êtes sur un système enchevêtré comme une toile d'araignée, comme c'est dit vulgairement, les vulgarisateurs nous disent ça. Ils disent voilà, le fascia c'est comme une orange, la coupe en deux, ce truc blanc, voilà, toile d'araignée, système enchevêtré, blablabla. On s'en fout. Moi moi je vois les choses encore plus claires, plus simplement, il faut être simple. Comme un circuit vert, le circuit imprimé d'un circuit électrique, d'un circuit ordinateur. C'est le circuit vert, c'est le substrat du transfert. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? C'est ce qui fait la connectivité entre tous les autres systèmes. On est sur le système du système lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Mais on parle de cellules, encore une fois. Voilà, ne pas oublier ça surtout. D'accord? Et donc, la peau, elle glisse, elle a une motilité. Comme l'intestin, ça doit bouger. La peau doit bouger, l'intestin doit bouger, doit garder cette motilité. Une peau qui ne glisse pas, qui est collée, qui a une adhérence, d'accord, c'est des plans sous-jacents qui ne glissent pas. Et donc si la peau ne fonctionne pas, le muscle ne fonctionne pas. Si la peau ne fonctionne pas, l'organe avec lequel il est incorporé, la peau, elle incorpore tout neurologiquement. Même un organe, c'est ça que je veux vous dire. La peau, elle focalise en superficie tout ce qu'il y a en profondeur. Et donc la peau, elle a un réflexe néocutaviscéral. D'accord? Par rapport à... Je vous ferai un podcast de toute façon sur ça. Où je vais l'aborder directement. D'accord? Et donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est que si la peau, elle glisse pas, les informations dessous, elles fonctionnent pas. Et donc, tout ce qui ne va pas dessous va se projeter sur la peau. La peau, c'est le capteur goniométrique des articulations. D'accord? Donc quand les gens disent il pleut, il y a de l'humidité, il y a du froid, machin, c'est mes articulations qui me le disent. Non, non. C'est la peau qui te le dit. C'est pas les articulations. C'est la peau. Il n'y a pas de nerf dans le cartilage. Le cartilage de la hanche, du dos, des articulaires postérieurs n'est pas innervé. Il est donc insensible à la pression. Techniquement, il ne peut pas être douloureux. Ce qu'on sent, c'est l'inflammation. À la limite, quand on parle d'arthrose. Le problème, c'est pas l'arthrose, c'est l'inflammation que ça génère. D'accord? Et aussi, le centrage articulaire. Il faudrait peut-être à un moment donné rééquilibrer les chaînes musculaires entre elles pour que l'articulation soit mieux soutenue. Et donc, le meilleur moyen, c'est de renforcer l'articulation. Et c'est toujours une histoire d'équilibre. Peu importe, vous voyez ce que je veux dire? Tout est dans la nuance. Si tu prends des coureurs, si les gens ne courent pas assez, ils ont de l'arthrose au genou. Mais s'ils courent trop, ils en ont aussi. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre, les amis. Donc, voilà, ça c'est sur la peau. Donc, le massage, c'est comme l'étirement. Ils ont des limites. Ils ont des limites parce que c'est quelque chose de passif. C'est pas actif. Tant que je fais pas un mouvement actif, que j'imagine le mouvement que je fais, je vais pas avoir d'intégration à long terme. Je vais pas changer ma plasticité musculaire. La phase d'une réadaptation, les étapes d'une réadaptation, qu'est-ce que c'est? On relâche, on renforce, on réadapte. Donc on relâche, on crée de l'espace, on guérit les tissus par le massage, etc. Ça me permet d'ouvrir ma fenêtre d'intégration, puis seulement après, puis je profite de cette petite fenêtre que j'ai moins mal, que j'ai libéré mes endorphines pour faire mon mouvement, pour que mon cerveau n'associe plus mouvement et douleur à l'infini, pour qu'il puisse se dire je peux le faire. C'est tout. Le massage, l'étirement, ils n'ont aucun intérêt, si ce n'est celui d'ouvrir cette fenêtre d'intégration pour avoir des résultats durables. Et donc, masser c'est bien, étirer c'est bien, mais c'est pas le traitement. Donc faut masser, faut vous étirer, faut vous renforcer. Faut mobiliser la fibre, faut l'activer par un mouvement actif, puis faut l'intégrer par un mouvement juste et corrigé, un mouvement dans lequel vous vous auto-contrôlez, vous savez ce que vous faites. Et donc c'est comme un bébé. Comme je le dis pour faire simple, c'est comme un bébé. D'abord le bébé il est au sol, après il est à quatre pattes, quadrupédie, après il est debout. Il faut aller vers la verticalité progressivement. Et le souci des kinés, c'est qu'ils sont un peu trop brutaux, si c'est que mon avis, ils vont pas chercher à réadapter la personne en douceur.
Et ils vont pas chercher à se dire que si elle fonctionne même pas au sol, qu'elle a même pas de dissociation lombo-pelvifémorale, qu'elle sait même pas c'est quoi l'ange gauche, c'est quoi l'ange droite, c'est quoi le bas du dos, qu'elle a même pas la conscience de sa lordose lombaire, qu'est-ce que je vais la faire travailler debout. À partir du moment où la personne elle marche, elle renforce déjà son dos. D'accord. Donc il vaut mieux se concentrer sur ce que la personne elle a, ce que la personne n'a pas, ce qui est physiologique, ce qui n'est pas physiologique, et lui donner des exercices spécifiques et adaptés. C'est ce que je fais. Je fais que ça, d'accord. Et une fois qu'ils sont acquis, ils sont acquis. Il n'y a plus à y venir. C'est intégré ou c'est pas intégré. On mobilise, on active, on intègre. Et une fois que c'est intégré, c'est intégré. Donc vous comptez 1 mois et demi, 2 mois pour voir si un mouvement s'intègre dans le cerveau. Après, on peut aller au-delà. Après, on peut se dire ça va pas, ça progresse pas. Qu'est-ce qui se passe? Et 3 mois seulement pour que ça soit visible à l'œil nu en termes de musculature. Le nerf, il repousse de 2-3 mm par jour. Le disque vertébral, il se régénère en 3 ans. De la même manière, le cartilage n'est pas totalement mort. On peut avoir un nouveau cartilage, un néocartilage, qui sera certes moins puissant, mais pas aussi puissant. De la même manière, un tendon qui s'abîme, il va se reconstruire, une reconstruction partielle, mais une reconstruction quand même. Et là, je parle par exemple de la ténotomie, d'accord? Des allongements arthroscopiques au niveau de la chirurgie des tendons, d'accord? Qui sont sectionnés en zone myotendineuse, d'accord? Et donc, vous voyez ce que je veux dire, l'importance de la neuromotricité. Si vous voulez récupérer un muscle, il faut faire travailler votre cerveau. Vous voulez récupérer votre cerveau, il faut faire travailler un muscle. Pourquoi? Parce que vous avez ce lien hormonal, vous avez cette connectivité fonctionnelle par rapport à l'acétylcholine qui fait cette neuromédiation, qui fait ce lien système nerveux autonome, système nerveux central. Le neurotransmetteur principal de la jonction neuromusculaire, c'est l'acétylcholine. C'est le même que la contraction musculaire, l'apprentissage et la mémoire. Donc vous êtes sur un souci de mémoire. Donc tant que vous ne trouvez pas la bonne étiologie clinique, est-ce que c'est un déséquilibre musculaire, postural, raideur articulaire, hypoextensibilité locale et ou quelle forme de truc, où sont les inhibitions motrices? Est-ce que c'est inhibé, affaibli, hypertonique, hypotonique? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le tableau clinique? Et plus le tableau clinique on va l'étayer, plus on va pouvoir prescrire des bons exercices. Et ça, le massage, les étirements, ça n'a pas d'intérêt en termes de résultats durables. La seule chose, sauf quand on va parler vraiment sauf si on le met en parallèle d'exercices de renforcement. Voilà, c'est pas que ça sert à rien, mais plus vous allez être fort, moins vous allez avoir besoin de vous masser et de vous étirer. Vous comprenez que quand il y a une douleur, il y a une faiblesse musculaire, il y a une faiblesse d'endurance, une faiblesse de protection. L'information de danger dans le corps, elle est intégrée. Il y a une empreinte qui est restée dans le cerveau par rapport à la douleur. Et donc, tant que je ne bouge pas, tant que je ne fais pas un mouvement actif, je ne rappelle pas à mon cerveau qu'il peut se déplacer dans l'espace. Il ne sait même plus. Il est resté en état de off. Il est amnésique. Le cerveau, il a la capacité de se dissocier et de s'auto-anesthésier. Et donc, faut le refaire travailler, faire des ponts par l'expérience pour qu'il puisse se dire « je peux le faire ». Donc le massage, ça a des vertus, comme l'étirement, ça a des vertus, mais c'est des vertus antalgiques, anti-inflammatoires, au niveau du sang, etc. C'est une partie du travail, mais ce n'est pas le travail, c'est un tiers du travail. Le plus dur du travail, c'est l'étiologie. Donc la priorité, c'est déjà de vous mettre en autonomie, que vous sachiez vous automasser et vous étirer. Donc je vous l'ai dit, un étirement, c'est 30 secondes 2 fois. L'étirement allonge pas réellement le muscle. L'étirement, il fait que mon fuseau neuromusculaire, il fuse moins, il ralentit. C'est antalgique, mon cerveau le perçoit moins, donc je pense pouvoir y aller. Donc l'étirement, il est que antalgique, il n'a pas d'autre vertu. D'accord? C'est de l'inhibition. Et le massage, c'est pour aussi justement vous désensibiliser pour que vous puissiez faire vos exercices. C'est comme une drogue le massage. Il faut voir ça comme ça, je les ai mis en vrai. C'est une drogue. Une drogue saine, hein. Et c'est pour refaire du lien avec votre cerveau, mais il ne sera pas suffisant pour reprendre ma commande motrice, vous comprenez? Et donc, voilà. Et donc le massage va faire des micro-lésions. Et il va faire, si tu veux, de l'inhibition. Ça va un peu leurrer mon cerveau pour qu'il puisse changer son attention et donc sélectionner les signaux du cerveau autrement, autre chose que la douleur. D'accord? Et donc le massage va faire des libérations d'endorphines endogènes, d'accord? Par un effet de cisaillement, d'accord? Parce que c'est des micro-lésions. On casse la fibre, etc. D'accord? Donc moi, je masse beaucoup par exemple en transverse profond de Cyriax, qui était un Français qui n'était pas convaincu par les massages parce qu'il voyait qu'il n'y avait pas assez de résultats durables
Et du coup, il a inventé un massage un peu vigoureux en perpendiculaire qui est pour moi un des plus efficaces. D'accord. Et du coup, je masse beaucoup comme ça. D'accord. Et donc, quand vous regardez, je vous fais une petite aparté, quand vous regardez aujourd'hui la médecine, c'est evidence-based practice, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur la preuve pour faire les choses. Mais moi, je vais ajouter qu'on devrait se baser aussi sur l'expérience, et donc experience-based médecine. Et ça, ils le font pas, ou certainement pas assez. D'accord. Donc le plus vieux, j'essaierai de vous trouver la ref, le plus vieux document médical écrit qu'on a, c'est un papyrus. Codex, je sais plus quoi. Et pour vous dire, vous voyez ce que je veux dire, l'importance de regarder les médecines ancestrales et de prendre l'approche en tout cas, de prendre l'approche et leur expérience et de l'adapter à notre médecine moderne. Tu vois, pour moi, il y a pas de concurrence, c'est les deux, tu vois, et personne ne fait ce lien. Tu vois, ils nous prennent pour la secte des gourous fascias, alors que les médecins, il y a l'erreur médicale, c'est reconnu qu'il y a des erreurs médicales, aux États-Unis notamment. L'erreur médicale, c'est une des causes, laisse tomber. C'est une des causes de l'erreur médicale aux États-Unis, je vous trouverai des statistiques, c'est quelque chose. Hein. De gens qui se sont opérés alors c'est pas justifié, d'accord. Donc la douleur, ça va pas être voilà, vous vous rappelez, je vous en ai parlé de la neuromatrix, les nocicepteurs au niveau de la peau qui captent la pression, la direction, la température, chimique, mécanique, polymodaux, les nocicepteurs qui détectent un peu tout, par rapport au neurone WDR qui répond à tous les stimulus somatosensoriels, avec cette capacité d'enroulement et qu'il a cette capacité à s'hyperexciter parce que les voies de la douleur sont très proches des voies de la démangeaison et qu'il faut agir vite quand il y a une douleur parce que la logique c'est potentiellement trop long et donc trop dangereux en cas de nécessité. Et donc vous avez la fibre A delta, douleur courte, piqûre, etc. Et l'acupuncture va agir dessus. C'est pour ça que l'acupuncture, moi je le vois comme une forme de massage, d'accord. Donc n'hésitez pas à vous acheter un petit tapis d'acupression, pas forcément champ de fleurs, hein. Je sais qu'un bro, ils en font à 20 euros sur Amazon, 25 euros sur Amazon, prenez-les. Vous avez déjà un masseur à domicile gratuit et ça peut vous aider à limiter vos antalgiques de synthèse, que votre foie il est bousillé et que votre cerveau, avec les benzos et tout ça, ils font et que ça vous fait des pertes de mémoire alors qu'on est déjà sur un souci de mémoire et qu'il n'y a pas d'émotion dans un médicament et que le cerveau a besoin d'émotions positives pour apprendre parce que l'hippocampe ne s'active que si c'est positif émotionnellement. D'accord. Et donc quand on parle de mouvement, on parle de vie et que la vie, elle doit être positive parce que le cerveau, il a dominance dopaminergique. D'accord. Le cerveau humain est une dominance dopaminergique. Le cortex et le striatum, qui sont les zones les plus développées d'un cerveau humain par rapport aux animaux, ils baignent dans la dopamine et l'ocytocine. Et donc l'ocytocine, c'est l'hormone, voilà, la tendresse, l'amour, etc. Et la dopamine, c'est la motivation. Il faut une motivation pour faire un mouvement, il faut une motivation pour choisir une stratégie de survie au lieu d'une autre, mais c'est aussi le contrôle moteur fin, la planification active dans le futur, peut-être que je ne vais pas avoir mal, l'évitement actif de la punition, et le plaisir circuit récompense. J'apprends que si c'est positif émotionnellement, d'accord. Et donc voilà, tapis d'acupression, je vous en conseille un à tous, ça peut vous aider. Dans le même genre, vous avez l'argile, donc voilà, je vous donne une petite astuce tant que j'y suis. Vous avez l'argile, et donc la vieille médecine des cataplasmes, vous prenez un peu d'argile, vous mettez un peu d'eau, vous faites votre cataplasme, vous mettez entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle. Donc moi d'habitude je prends de la Gaultérie couchée, j'ai pris cette habitude, la Gaultérie couchée elle a beaucoup de vertus, mais vous pouvez prendre aussi tout ce qui est eucalyptus, vous pouvez prendre, si vous cherchez plus quelque chose d'anti-inflammatoire, du gingembre. Je sais par exemple que la fibre des douleurs chroniques, la C, d'accord, par rapport au neurone WDR qui est relié à ce réflexe de fuite, d'accord, ce réflexe de paralysie par la peur, de je prends un briquet, je mets mon doigt au-dessus du feu, il s'enlève tout seul et ce réflexe on l'a plus quand il y a une sensibilisation centrale parce qu'un membre n'est plus perçu correctement par le cortex parce qu'il y a des inhibitions motrices, d'accord. Et bien vous avez la menthe des champs, la menthe qui agit sur cette fibre C, donc n'hésitez pas à vous faire un cataplasme avec de la menthe, n'hésitez pas aussi à vous faire un cataplasme avec du piment, pourquoi pas, avec de l'huile essentielle, d'accord. Et parce que la fibre C aussi est sensible au piment. Il me semble aussi qu'elle est sensible au camphre, d'accord. Et je sais qu'elle est sensible aussi
un composé qu'on retrouve dans le wasabi, dans l'ail, ou la moutarde, je sais plus, il y a un des deux, l'ali, j'essaierai de vous trouver si vraiment ça vous intéresse. Je sais que la fibre C, elle est sensible à d'autres choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le réfort, ou je sais plus où est-ce que je veux dire. Bon, bref, vous avez compris l'idée, quoi. Et donc tout ça pour vous dire que voilà, donc vous prenez votre cataplasme d'argile, vous mettez l'huile essentielle que vous voulez, vous pouvez même faire des mélanges, l'adapter, vous testez la tolérance doucement sur votre peau, vous voyez ce que je veux dire, voir si vous n'avez pas un souci de tolérance. Et après vous tartinez tout votre dos, ou là où vous avez mal, hein. Si vous avez mal au genou, faites le genou, vous comprenez bien que la peau c'est elle qui fait la douleur. Donc vous recouvrez tout votre cou, votre dos, c'est la moelle épinière, hein. Donc ça va brouiller le message de douleur avant que ça arrive à mon cerveau, et donc mon cerveau, ça va changer son attention. Et donc si ça va changer son attention, ça va changer ses émotions. Et donc il va percevoir la douleur autrement, il va ne plus la percevoir. Et vous le laissez jusqu'à que ça sèche, etc. C'est économique, c'est moins cher que les crèmes par exemple. Moi, je me sers plus de cataplasme d'argile que de baume de massage, que de crème de massage. Parce que je trouve que c'est pas rentable. Et je trouve que la clé, c'est la répétitivité. Et je trouve en plus que le cataplasme est vachement plus efficace, personnellement. Je trouve que les cataplasmes avec les huiles essentielles, c'est économique, efficace, et c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous, d'accord. Donc vous avez aussi les ventouses, par exemple. Les ventouses, d'accord. Donc je vous ferai une vidéo que sur les ventouses. Un petit podcast que sur les ventouses, la technique des ventouses, l'utilisation, etc. Mais c'est aussi un massage, d'accord. Donc la technique des ventouses va agir comme le massage sur la théorie du gate control et par rapport à un spasme réflexe, d'accord. Par rapport à cette idée on décolle le plan, et d'anti-inflammatoire, etc. Vous êtes toujours sur un problème de sang, d'accord. Et de fibrose, d'accord. Donc, voilà, j'espère que cette introduction, elle était assez intéressante pour vous. Donc, je vous ai noté 10 bienfaits pour le massage. Et on va finir par une phrase de conclusion, pour que ça soit clair. Donc, le massage, son premier rôle, c'est la relaxation musculaire. Et rappelons que quand il y a une douleur, il y a une suractivité musculaire, une diminution du débit sanguin, une accumulation de métabolites acides et donc de la douleur. Donc le massage, son rôle numéro 1, c'est de réduire cette activité musculaire par l'inhibition. C'est-à-dire on va ralentir ce fuseau neuromusculaire, on va rassurer le corps par la peau. En gros, c'est ça. On va lui dire, c'est cool, ça va. Par rapport au toucher affectif. Tu vois, d'accord. Ça va aussi améliorer la circulation sanguine, grâce notamment aux nutriments et à l'oxygène. Donc l'importance de l'oxygène, on rappelle que la cellule, elle respire de l'oxygène, et elle convertit ça en molécules d'eau et en CO2. Et donc l'oxygène hydrate le tissu en réalité. C'est pour ça que la respiration est très importante. Donc respiration cellulaire, respiration fonctionnelle. C'est pour ça que j'ai une petite formation en réhabilitation respiratoire. D'accord. Parce que peu importe le problème, moi quand j'ai quelqu'un, je lui donne toujours un exercice de respiration. Toujours, peu importe le problème. Je sais que ça sera toujours bon pour un peu aider le sang à faire ce qu'il a à faire, à l'énergie de circuler. Peu importe le problème. D'accord. Respiration capitale. Peu importe l'échelle. Et numéro 3, réduction de l'inflammation. D'accord. Ça bouge, etc. Toujours pareil. Numéro 4, augmentation de la flexibilité. Tout simplement, les souplesses, voilà, je ramène au chat. Numéro 5, réduction du stress, parce que ça va libérer de la sérotonine et de la dopamine. Donc la sérotonine, c'est pas que l'humeur, c'est aussi le tonus vasculaire. La sérotonine, c'est ce qui va bosser avec le CREB, CREB, qui est le facteur universel de transcription génétique de tous les souvenirs du cerveau, d'accord. Et donc sur la mémoire. Donc quand vous massez quelqu'un, vous agissez sur sa mémoire. Mais voilà, il faut faire la complétion de ce travail par un mouvement pour garder et faire des ponts par l'expérience, et que quand je vais dormir, je vais consolider cette expérience. Donc si je dors pas, j'apprends pas. Si je dors pas, j'oublie pas. Numéro 1, d'accord. Et la dopamine. Donc je vous répète pas, mais voilà. Et la dopamine. Numéro 6, amélioration de l'humeur. Parce que vous allez libérer des endorphines endogènes, donc ça va agir sur l'anxiété et la dépression. Donc il est normal de se sentir anxieux quand on est en dissociation cognitive.
Quand il y a une dépression, un TOC ou une douleur chronique, il y a une perte de connectivité entre le cortex et l'hippocampe. Et donc quand le cerveau, il y a une douleur chronique, il y a une neuroinflammation dans le cerveau. D'accord. Et donc le cerveau, il souffre vraiment de manière concrète. Et donc il y a des zones qui ne se parlent plus. Parce que l'amygdale gueule trop. Et donc il faut remettre cette connectivité. Et donc pour remettre la connectivité, il faut faire travailler l'imagination. Et donc quand je masse quelqu'un, ça le force à faire travailler son cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous agissez sur le cerveau, ce qui fait partie de lui, il se visualise, etc. Et vous êtes sur des sensations, et c'est rassurant d'avoir des sensations, parce qu'il n'y a plus les bonnes sensations. Donc vous aidez un peu à amener des sensations positives. Parce qu'on est des humains et que vous avez ce truc-là social par rapport au sens du toucher. D'accord? Par rapport à l'ocytocine et à la dopamine, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc numéro 7, stimulation du système parasympathique. Donc vous vous rappelez que vous avez le système sympathique, combat, fuite, parasympathique, régénération, repos. Donc nerf trijumeau, nerf vague, mastication, vision, sens du toucher, au niveau de la peau, douleur, et nerf vague, régénération, repos. D'accord? Et donc le massage va être bon pour aider le corps à se reposer. Parce que quand il y a un stress et une douleur, du coup, il y a plus le bon niveau de référence neurochimique dans le cerveau, adrénaline, opioïde. Et donc le nouveau niveau de référence neurochimique, le nouveau niveau de référence devient le nouveau niveau de référence. Le mauvais niveau de référence neurochimique devient le nouveau de référence. Tu vois ce que je veux dire? Comme le schéma moteur. La douleur met en place une stratégie d'évitement de la douleur. Et du coup, à force, vu que les muscles sont toujours pas disponibles, vu que je suis toujours pas rééquilibré musculairement, mes chaînes sont pas équilibrées entre elles, j'ai pas appris un nouveau schéma moteur pour remplacer lui, le nouveau schéma moteur, même si c'est pas le bon, devient le nouveau schéma moteur de référence. Et donc je marche avec des compensations de manière acquise, et c'est comme ça. Et donc au lieu de chercher à ne plus avoir mal, il faut chercher à bouger de manière plus physiologique et normale. Et donc ça commence par définir une étiologie, suggérer une étiologie. Et moi, c'est ce que je fais, je suggère des étiologies pour comprendre quel muscle ne fonctionne pas, quel muscle fonctionne trop, pourquoi il fait ça, et qui a fait quoi, bordel. C'est quoi le tableau clinique? Donc les points triggers sont dans le tableau clinique, mais c'est pas tout le tableau clinique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, quand vous avez des douleurs chroniques, c'est normal de se sentir anxieux et dépressif en fait. On est plus sujet à l'hypertension artérielle, à la dépression quand vous avez un cortex qui souffre, un hippocampe qui souffre, et l'hippocampe il intègre le stress de la même manière. C'est que vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand il y a une douleur chronique, le cerveau n'arrive plus à recruter de nouveaux circuits neuronaux et l'apprentissage devient impossible. Donc c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire de connectivité et d'expérience. C'est que tant que j'ai intégré que c'est la mauvaise expérience que je connais, tant que je ne vais pas faire un mouvement qui vient me dire je peux faire autrement, je ne peux pas faire autrement. Et donc c'est stressant, parce que le corps il sait que c'est pas normal. Il sait que c'est pas normal. D'accord. Donc cette stimulation du système parasympathique par le massage va agir sur la digestion, mais aussi le cœur, en réduisant la fréquence cardiaque, en réduisant la pression artérielle. Et donc ça, quand il y a une douleur chronique, vous avez une hypervigilance du système nerveux autonome, danger, 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 danger. Donc il faut lui dire cool, ça va, relax, ça va. Il faut le rassurer. Donc on est sur quelque chose. Le massage est sécuritaire en fait pour le cerveau. D'accord. Donc numéro 8, évidemment, soulagement de la douleur. Donc les messages vont brouiller les signaux de douleur avant qu'ils atteignent mon cerveau. Ça va changer mon attention, vous vous rappelez, donc ça change les émotions, je sélectionne mes signaux autrement, par mon cerveau. Ok, tout simplement, ok. Numéro 9, et amélioration du sommeil. Donc ça va réduire le cortisol, le massage, et donc ça va aider aussi par rapport à augmenter la mélatonine. Donc on rappelle que la sérotonine, ça devient de la mélatonine le soir. D'accord. Donc le stress, le cortisol, il est lié au stress. Donc le massage, il est anti-stress, voilà, tout simplement. Et le stress, c'est pas la vie est dure, c'est que la douleur chronique, c'est une réponse dysfonctionnelle du système nerveux central face au stress. Le stress, il est chimique et mécanique. D'accord. Et numéro 10, enfin, la stimulation du système lymphatique. Et donc le massage va aider à éliminer les toxines. Et donc, tout ceci, voilà, je vous ai fait une petite page, mais je vais vous résumer ça en une phrase. Là, on est à 40 minutes à peu près. Donc, je vais vous résumer tout ce que je viens de dire en une phrase. Le massage, il est bénéfique pour l'homéostasie, la capacité du corps à s'autoréguler, parce qu'on va lui rappeler qu'il existe. Et donc, voilà, on va le rassurer. Tout simplement. Ok ? Et le corps, il est capable de s'autoréguler. Pour ça, il a besoin des bonnes informations.
Ok. Donc on a plusieurs outils d'automassage. Donc vous pouvez vous masser bien sûr avec vos mains. Moi je prends de l'huile de pépin de raisin. Ça fait le taf, hein, mais vous pouvez prendre l'huile que vous voulez, olive, on s'en fout. Moi je prends de l'huile de pépin de raisin pour des questions économiques parce que voilà, sinon ça me revient trop cher en fait. Vu comment je masse. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que ça tourne. Donc ça m'arrive souvent de mettre un peu d'huile essentielle avec. Des fois je mets du baume d'huile, pourquoi pas. Voilà quoi. J'ai pas de. Ce qui compte c'est je vois plus le mouvement que l'huile en elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez pas trop la tête. En tant que ça glisse, ça glisse. Hein. J'ai déjà massé aussi avec même de la paraffine médicale. Tout est possible. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc quand vous massez, tout simplement, règle de base, vous essayez en général de masser vers le cœur pour faire le retour veineux. Imagine que là, j'ai mon muscle, tu vois. Imagine là, j'ai mon quadriceps, tu vois. Donc voilà, je masse de manière centripète vers mon cœur. Je peux masser en circulaire et je peux masser en perpendiculaire. Tu vois, la fibre elle est comme ça et moi je vais masser en perpendiculaire avec mes phalanges, avec mes poings, gling gling comme des cordes de guitare. Ça c'est du syriax et ça c'est du transverse profond. Vous pouvez aussi masser en faisant comme des percussions, tac 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 tac. Pour vos jambes vous pouvez le faire tout seul, il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un pistolet de massage. Hein. Le meilleur pistolet de massage, moi je trouve, c'est les mains. Pour les jambes en tout cas. Tac tac tac, tac tac tac. Tac, 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 il n'y a aucune limite, d'accord? Et une fois que vous avez un peu attendri la viande, voilà, vous avez un peu attendri la viande, hop, vous pouvez faire vos points trigger et vous masser. Hop. Donc quand il y a un point trigger, vous pouvez rester entre 60 secondes et 90 secondes. Et ça réveille le schéma d'irradiation. Il n'y a pas de règle en point trigger. Comme le massage, en vrai, il n'y a pas de règle. Les modalités, vous vous en foutez en réalité. Je vous le dis, hein, fiez-vous à votre instinct. Si vous voyez vraiment que ça ne lâche pas, vous faites 5 secondes, vous relâchez. 5 secondes, vous relâchez. Vous faites de la pression rythmée. Ça, vous pouvez le faire aussi. Notamment quand quelqu'un est très sensible. Vous faites 5 secondes, vous relâchez. Vous faites 5 secondes, vous relâchez. Jusqu'à ce que ça désensibilise un peu, que ça inhibe un peu. Hop, hop, hop. D'accord? Donc, pour pas fatiguer vos mains, d'accord? Parce que c'est la répétition la clé. Avec vos mains, ça va vous saouler, il faut que ça soit facile. Moi, je me sers beaucoup, tout simplement, rouleau de massage. Donc, par exemple, si je veux faire mes mollets, je me mets comme ça, et ben je fais mon mollet. Donc, vous prenez votre temps, vous mettez votre musique et tout, vous êtes à la coupe. N'hésitez pas à tourner un peu la jambe pour avoir différents plans. Ok? Vous pouvez faire votre tibia. Hop. Par exemple, je mets mon tibia. Voilà. Donc là aussi, il n'y a pas de souci. En plus, ça va vous échauffer un peu. C'est pour ça que j'aime bien les automassages, c'est qu'en réalité, vous bougez un petit peu malgré tout, donc ça fait du bien. Hop. Quand vous êtes vraiment très algique, il faut continuer à bouger. Les gens qui disent le repos c'est zéro. Il ne faut jamais se reposer. Hein. L'immobilité, c'est du poison. C'est le meilleur moyen de. Faut vraiment limiter le repos au maximum. Il faut aller doucement, mais il faut ne pas bouger. C'est le meilleur moyen de vraiment s'allumer. Il faut bouger en douceur. Donc, quand vous avez des douleurs, continuez les activités quotidiennes que vous avez prévues, déstressez-vous, faites ce que vous aimez, vous mettez pas la pression, il y a beaucoup plus de chances que ça rentre vite dans l'ordre que si vous stressez et que vous stressez votre système nerveux alors qu'il est déjà stressé. Donc soyez doux avec vous et faites-vous confiance, je vous jure. Donc là, je veux masser mon fessier. Hop, je plie ma jambe et là, je vais chercher mes fessiers. Quand je trouve un point, hop, je bloque. Tu vois, si vous chantez une irradiation, vous restez 90 secondes. Ok? Donc votre cuisse, pareil, il n'y a pas de règle, vous voyez. Là, je fais ma bandelette iliotibiale. Hop. Mon quadriceps, de face. Hop. Mes adducteurs. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous massez la coupe. Hop. Hop. Il n'y a pas de règle. Votre bas du dos. Votre bas du dos. Hop. Hop. Vous croisez les bras. Hop. Ok? Hop, hop. Et votre ventre, par exemple. Vous pouvez aussi faire votre ventre. Hop, tout simplement. Et vos côtes. Tu vois, je mets mes côtes comme ça, et là, je masse mes côtes. Hop. Et votre bras, vous pouvez le faire aussi. Il n'y a pas de règle. Hein. D'accord? Donc le rouleau, moi j'aime bien parce qu'il est relativement doux. D'accord? Vous pouvez aussi prendre un bâton, toujours pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Vous massez comme ceci. N'hésitez pas à mettre de l'huile. Hein. Hop, hop, hop. Vos bras, vos mollets, même vos pieds, vous mettez debout.
Hop, là vous massez vos pieds. Ok. Tu vois, ischio-jambier, le fessier, le dos. Tu vois, le dos. Là, vous pouvez aller un peu ici, près de la colonne. Le cou. Les bras. Il n'y a pas de règle, vous voyez. Ok. Petit pistolet de massage si vous voulez. Vous pouvez vous en servir aussi. Donc, pareil, il n'y a pas de règle. Hein. Vous allez un peu chercher les points. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à regarder les pistolets de massage. C'est pas mal. Ok. Ok, donc ça c'est un Renpo. R-E-N-P-H-O. En général, je prends ce truc-là. Petite balle de massage. Hop. Donc pareil, vous la mettez au niveau des fessiers. Dès que vous avez un point, vous ne bougez plus. 90 secondes. Votre tendon du TFL ici, sur le côté. Hop. Et une fois que vous avez un point là pour déverrouiller l'anche, vous ne bougez plus. Vous pouvez faire toutes les lombaires. Donc imaginez que vous avez la colonne, vous mettez votre balle et puis hop, vous attendez, vous ne bougez plus. Vous remontez tout le long de la colonne, vous cherchez les points. Ah, il est là, vous ne bougez plus. Il va falloir expérimenter. Les côtes, hop, et vous ne bougez plus. Vous voyez, vous allez chercher près des épaules, vous ne bougez plus. Voilà, vous montez là-haut. Vous avez votre point. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi bouger tout en maintenant le point pour que ça bouge, d'accord? Pour que ça décolle un peu le plan. Les épaules. La tête. Donc je vous avais montré, vous prenez votre petite balle, vous la calez sous la tête et hop, au niveau occipital et hop, vous ne bougez plus. Voilà. Au niveau de la cuisse. Hop. Vous pouvez le faire, on n'y pense pas assez, mais vous prenez une chaise, vous mettez la balle, vous vous asseyez sur la balle avec une chaise pour les ischios par exemple. Et imagine que je suis assis, je mets ma balle et hop, je m'assois. Vous pouvez glisser, ouais, il n'y a pas de règle. Vraiment, le massage. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. Vous prenez votre balle, vous massez les pectoraux, les trapèzes. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de règle. Ok? Ça, c'est une balle cacahuète que vous mettez pour faire tout le long de la colonne vertébrale. D'accord? Vous pouvez la faire glisser. Ça, c'est les balles pour les mains et les pieds. Donc, si vous faites vos mains ou vos pieds, tout simplement. Ok? Et le dernier essentiel, parce que voilà, la canne de massage, une TerraCanne. Donc ça, c'est très bien pour masser votre dos. Et là, vous allez crocheter les points. Clic, clic, clic en perpendiculaire. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. Et une fois que vous avez un point, hop, vous pouvez le bloquer si vous voulez. Vous pouvez aussi, tu vois, tracter vers l'extérieur. Hop. Vous pouvez le faire à sec, vous pouvez aussi le faire avec de l'huile. Vous pouvez mettre de l'huile et hop, masser tranquillement, comme un doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, hop, hop. Et là, vous pouvez masser votre dos sans l'aide de personne. Parce que voilà. Ce qui compte, c'est la répétitivité. Il y a que vous qui savez où vous avez mal. Un point trigger, ça fait 2-3 mm. Hop, hop, hop. Et là, vous allez chercher. Clic, 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 clic. Clic, 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 clic. Le fessier. Tu vois, les lombaires. Avec ça, vous pouvez faire le psoas. Le psoas, je vais le chercher dans le bas du ventre. Je souffle. Une fois que je l'ai, je peux tendre ma jambe doucement pour augmenter l'étirement. Mais je peux aussi le masser en perpendiculaire, le poncer tout le long. Tout le long. Dans l'iliaque. Tu vois, je vais vers l'extérieur en fait. Clic et je le bloque. Je peux avoir le tendon aussi. Je plie ma jambe et je vais dans le tendon de l'aine comme ça. Clac. Autour du quadriceps. Le fessier. Il n'y a pas de règle les amis. Tu vois, là j'ai mon point. Hop, et je masse. Clic, 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 clic en perpendiculaire. Ok? Donc vous testez. Vous testez. Moi ce que je me sers le plus c'est un rouleau de massage, une canne de massage et la petite balle. Des fois, le pistolet de massage, je m'en sers au niveau de mes lombaires. Sinon, autrement, je m'en sers pas. Ou les épaules. Je m'en sers beaucoup pour les épaules, à la limite. Ou les lombaires. Sinon, le reste, je sais pas trop l'utilité, quoi. Pour mes jambes, je préfère taper comme ça. Ta, 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 ta. Et là, ça finit par lâcher, quoi. D'accord? Donc, n'oubliez pas que vous êtes toujours sur un problème de sang. Et moi, je vous conseille de vous étirer après vos massages et de distancier vos séances d'étirement de vos séances de renforcement. C'est-à-dire que vous pouvez vous masser avant de faire une séance de renforcement, mais évitez de vous étirer avant de faire une séance de renforcement ou après.
tout de suite après, parce que sinon vous allez empêcher le muscle de s'activer. D'accord. Donc dans le même genre de vasomotricité, vous avez des bandes qui ont été inventées par un japonais comme ça, des bandes de réadaptation, ça s'appelle le blood flow restriction. Donc vous prenez votre bande, vous la serrez, vous la gonflez à vos membres supérieurs ou inférieurs, donc vraiment proximal, d'accord. Et ça va couper le sang, et si je coupe le sang, bah, c'est antidouleur. Et donc vous allez réveiller le système endocannabinoïde et aussi le métabolisme osseux. Et, euh, et vous allez aider les fibres de type 2 à travailler, d'accord. Et les fibres de type 2, c'est des fibres blanches, d'accord, qui travaillent au sucre. Et c'est par rapport à le fait de couper le sang, imagine je coupe mon sang et que je fais un mouvement, ça fait croire à mon cerveau que c'est plus dur. Et donc le fait de couper le sang avec ce genre de manchon, ça peut être intéressant pour quand vous avez un souci à un genou, à une épaule, à un coude, à un bras, etc. Parce que si je rajoute un poids derrière, par exemple, eh ben, ça va faire croire à mon cerveau que c'est beaucoup plus lourd. Donc je peux travailler avec des faibles charges avec ça. Donc c'est intéressant, c'est un japonais qui l'a inventé. Mais bon, c'est pas indispensable, voilà. Ça reste que un outil qui peut parfois être intéressant. Tu vois, moi je pense que ça peut être intéressant. Je vous en parle rapidement, mais voilà. Donc faites-vous confiance. Quand moi je sais que j'ai tendance des fois à me masser trop fort, et du coup je me fais mal. Je me masse trop fort, je fais mal. Donc prenez confiance aussi, conscience d'aller aux couche par couche. C'est-à-dire que n'hésitez pas, même quand vous êtes très sensible, avant d'utiliser un outil, de masser pendant 3 jours, 4 jours, tout doucement avec de l'huile. Juste pour, voilà, il faut désensibiliser la peau. Elle a sa mémoire, la peau, les amis, n'oubliez pas ça. La peau, elle est tellement intelligente, elle est capable de détecter la géométrie des objets de manière très complexe, comme un processeur. Alors que c'est que des cellules de la peau. Les cellules de la peau, elles communiquent entre elles comme des neurones, par impulsion nerveuse. On a longtemps cru que c'était réservé aux neurones, ce mode de communication, mais non, la peau aussi fait pareil. Donc la peau, elle détecte les vibrations, la direction, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, prenez votre temps, allez à votre rythme. Il faut mieux masser doucement et aller de, tu vois, couche par couche, hop, c'est un peu moins raide au-dessus, et ben on va de plus en plus en profondeur. Il vaut mieux mettre, tu vois, s'il faut 1 mois, 2 mois, bah, massez toujours et n'arrêtez pas. N'oubliez pas que c'est 1 mois et demi, 2 mois que le cerveau, pour voir est-ce que le cerveau apprend ou pas en termes de schéma moteur. D'accord. Donc privilégiez la répétitivité plutôt que l'intensité. Vous pouvez faire intense, il n'y a pas de souci, hein. Les points trigger, il faut appuyer fort, hein, une pression soutenue, mais n'hésitez pas à y aller couche par couche et à travailler par couple de force et, euh, et à combiner ça avec des étirements et surtout du renforcement avec des exercices adaptés que vous allez pouvoir intégrer pour avoir des résultats plus durables. Et on espère durables, évidemment, parce que le massage, c'est pas un traitement. C'est pour ça que voilà, ça c'est sûrement le plus important, c'est que ça m'arrive d'avoir des gens qui veulent juste pas avoir mal. Alors que le souci, c'est pas la douleur, le souci, c'est le mouvement. Plus le muscle il est le point trigger, c'est un potentiel d'action piégé. Ça veut dire que l'élément de base de l'influx nerveux, c'est le potentiel d'action, il est piégé. Et donc ça veut dire que le réflexe, il est piégé. Et donc, le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Et pour l'activer, il faut que je le perçoive. Et pour que je le perçoive, il faut que je le contracte de manière consciente. Le muscle, il a 4 états: contracter, relâcher, étirer, raccourci. Il ne peut pas être les deux en même temps. Point trigger, il est les deux en même temps. Le réflexe, il est piégé, vous comprenez. Et donc le muscle, il ne sait plus c'est quoi. Je suis contracté, je suis relâché, je suis contracté, je suis relâché. Et donc c'est pour ça que je vous avais dit, la contraction isométrique, la contraction sans mouvement contre une résistance, c'est la contraction antidouleur par essence. Donc contracter, relâcher, contracter, relâcher. Et donc vous arrivez des fois à lever certains spasmes et même certains points trigger en faisant du contracter, relâcher. Parce que le fait de contracter, relâcher, on stimule tellement ce réflexe de pompe, de calcium, magnésium, ACH, etc., que le muscle finit par boum, avoir un spasme réflexe. Et même quand vous avez des crampes, en vrai, c'est bien. Je sais que la crampe, c'est vu de manière pas bien, mais le muscle, il crampe parce qu'il se relâche sur lui-même, en fait. Il tétanise et boum, il se relâche sur lui-même. Donc la crampe, c'est pas négatif, hein. Vous avez des techniques manuelles que j'ai apprises qui sont faites pour déclencher des crampes par rapport à la loi d'innervation réciproque de Sherrington. Quand les agonistes se contractent, les antagonistes se relâchent. D'accord. Et donc, si tu peux
il faut jouer, si vous voulez, avec ces états musculaires. Contracter, relâcher, contracter, relâcher. Et donc masser, c'est juste pour stimuler un peu les fuseaux neuromusculaires. Ça va les stimuler, hein, ces fuseaux neuromusculaires, mais c'est pas assez complet pour restaurer une fonction neuromotrice. D'accord. Ça en fait partie. C'est pour ouvrir la fenêtre, comme le froid par exemple, ou le chaud, ou ce que tu veux, mais c'est pas un traitement. Le seul traitement, c'est le mouvement, mais pas n'importe comment. Ok. Donc, le massage, il est bénéfique pour rétablir l'homéostasie, pour aider le corps à s'auto-réguler. Mais la pierre angulaire de toute rééducation, ça reste le mouvement, la contraction active. Et la clé, c'est la discipline et surtout, vous l'avez compris, la répétition, suivant une étiologie définie, précise. Il faut savoir c'est quoi le schéma moteur compensatoire pathogène qui est intégré de manière dans la mobilité globale. Et donc la réponse doit être globale. Donc ne vous contentez pas que d'un massage ou d'un étirement en disant ah, ça me fait du bien, ça me fait du bien, si derrière il n'y a pas l'instauration d'un programme de rééducation défini, personnalisé. Et ça, c'est ce que je fais. Ok. Donc je vous souhaite beaucoup de courage les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je tenais à la faire depuis un moment celle-là, mais je n'avais pas pris trop le temps parce que j'avais pas mal de gens ces jours-ci. J'étais pas mal occupé ces jours-ci. Donc je vous en ferai une. La prochaine que je vous fais, ça sera sur des exercices pour le fessier. Donc ça sera exercice pour le fessier. Et après j'enchaînerai par des exercices, je pense, de dissociation de dissociation ou de proprioception, de dissociation, et puis un peu de mobilité articulaire. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite des bonnes fêtes. Bon, je pense d'ici là, je vous ferai une autre vidéo quand même avant Noël, mais je vous souhaite des bonnes fêtes. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Ok, beaucoup de courage, faites-vous confiance, lâchez rien. Je vois souvent des gens qui se pensent. On est plus. Je vais finir là-dessus, les amis. On est plus que de la douleur. On est plus que la douleur elle-même. Et on est beaucoup plus que nos émotions. J'en parlais tout à l'heure en plus avec une amie à moi. On est plus que nos émotions. Et en tant qu'humain, en tant qu'individu, on est bien plus que nos comportements. Et que la douleur chronique est un mauvais conditionnement comportemental. Et quand on parle de comportement, on parle d'environnement. Et donc, pensez à avoir le meilleur environnement. Donc, on me donne toutes les semaines, sérieux, hein, toutes les semaines, on me dit hey, Raphaël, t'as pas vu la nouvelle technique? Qu'est-ce que tu penses de cette technique? Qu'est-ce que tu penses de cette technique? Ça, c'est un truc qui est récurrent. Et on me demande tout le temps ce que je pense de cette technique ou cette technique. Ce que je pense, c'est qu'une technique, c'est pas une approche. Ce que je pense, c'est qu'une technique, elle est copyrightée et il y a un intérêt financier derrière. Ce que je pense, c'est que c'est pas de la clinique. On ne sait pas c'est quoi le problème. Tant qu'on n'a pas identifié la cause sous-jacente à l'expression pathologique, la technique, on s'en fout. C'est pas de la première intention. La première intention, c'est comprendre le problème pour trouver une approche multimodale, adaptée et spécifique et personnalisée. D'accord. Donc la méthode magique, ça n'existe pas. La technique, j'en ai rien à foutre moi. D'accord. J'utilise plein de techniques différentes. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'essaye de faire. Qu'est-ce que le corps il comprend, qu'est-ce qu'il comprend pas. Si le corps ne répond pas, c'est qu'il comprend pas. Si le corps, pépé, bébé, tu passes comme ça, tu nous boudes alors. Tu passes comme ça, toi, tu nous boudes, hein. Si le corps, tu lui donnes ce qu'il veut, il va répondre. S'il ne répond pas, c'est qu'il ne comprend pas. Et donc il faut donner au corps ce qu'il a besoin de comprendre. Et donc le massage, l'étirement, c'est simplement pour ouvrir la capacité d'apprentissage. D'accord. Mais le corps n'apprend que par le mouvement. Tu vois, c'est que si je crée des nouveaux neurones, il n'y a que si j'incorpore ces nouveaux neurones dans un nouveau circuit neurologique par le mouvement que ces nouveaux neurones ne vont pas s'autodétruire. La neurogénèse est possible, le cerveau peut créer des nouveaux neurones. Quand il y a une douleur chronique, c'est comme une dépression, il y a la mort des neurones dans le cerveau, parce qu'il y a une inflammation, une neuroinflammation. Et donc, il n'y a que le mouvement lui-même qui permet de sécréter des endorphines endogènes, d'apprendre à long terme, voilà, c'est ça que je veux dire plutôt. Et qui permet de rappeler à mon cerveau qu'il existe. Et donc, il n'a pas à déclencher cette réponse disproportionnée. La douleur chronique, c'est une réponse dysfonctionnelle du système nerveux central face au stress. Et cette réponse, elle est disproportionnée. Elle était nécessaire à un moment précis, à un instant T. Mais ça y est, c'est fini maintenant. Le danger, il est fini. C'est plus organique, c'est fonctionnel. Et donc, devant une pathologie fonctionnelle, vous devez avoir une approche
fonctionnelle. Et l'approche fonctionnelle, c'est tous les systèmes d'un coup. C'est le système neurologique, c'est le système nerveux, c'est le système myofacial, c'est le système hormonal, etc. Et donc, vous devez voir le corps comme une globalité et pas comme une somme de différents systèmes, quoi. Le corps, il a une unification et il n'y a pas de barrière entre les systèmes en fait. C'est que tous les systèmes s'inter-influencent et aucun système dans le cerveau, même s'il y a des aires qui ont l'air spécialisées, et ben elles fonctionnent toutes à un certain pourcentage pour autre chose, même si c'est pas prévu pour au départ. Le cerveau, il est capable de faire du réemploi neural. C'est ce que je vous disais la dernière fois. C'est que j'ai eu pas mal de patients avec des cas très lourds. J'ai eu des gens qui n'avaient pas de cervelet, d'accord. J'ai eu des gens qui sortaient de post-opératoire, des colonnes de ouf, des arthrodèses de ouf, des AVC de ouf, des spasticités, des syringomyélies, du sclérose en plaques. J'ai de tout. Et ce que tu vois, c'est que le corps, il a sa mémoire et qu'il a malgré tout une certaine flexibilité. Il a une capacité de régénération qui est sous-estimée. Il faut essayer de le replacer dans son schéma moteur physiologique, dans son schéma moteur le plus... il faut créer toutes les conditions pour qu'il puisse se réadapter de la meilleure des façons, de manière physiologique. Moi, je pense que le corps il est capable de se régénérer à une puissance largement sous-estimée. Il est capable de faire du réemploi neural. C'est-à-dire que s'il y a une zone de mon cerveau qui est détruite, il est capable de créer une autre zone pour faire la même chose, même si elle n'est pas prévue pour. D'accord. Et j'ai déjà vu des gens sans avec des cervelets manquants qui arrivent à marcher. J'ai déjà vu des choses où le cerveau va toujours chercher une solution. Il ne s'arrête jamais de chercher la posture la plus économique possible. Et avoir mal, c'est énergivore, donc il ne veut pas avoir mal. Donc il est prêt à mettre toutes les stratégies, mais vu qu'il ne la trouve pas, la bonne stratégie, parce qu'il n'a plus les bonnes informations, il ne peut que mal répondre. Et donc la stratégie ne sera jamais la bonne. Donc le but, c'est de changer l'environnement pour qu'il puisse trouver la stratégie qu'il a besoin. Il sait ce qu'il a besoin. Et ce qu'il a besoin, c'est d'exister. Et donc, il faut gérer le stress, gérer le sommeil, dormir. C'est numéro 1, dormir, gérer le stress, gérer la douleur, gérer l'inflammation, etc. Par les plantes, etc. Le froid, le chaud, voilà, cataplasme, ventouse, on s'en fout, massage, étirement, on s'en fout. Mais surtout, bouger. Bouger de manière active, concentrée, que vous sachiez qu'est-ce que vous essayez de faire. Et le corps, il apprend ou il apprend pas, il n'y a pas de juste milieu. L'important, c'est de trouver ce qu'il a besoin. Donc faites-vous confiance. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fête à tous les amis.